Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière, et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de 3 thématiques clés: la transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le.tilt, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenu concret, pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une forme de travail inédite sur le tilt. C'est une manière de travailler à la croisée du slash et du salariat qui va interpeller toutes celles et ceux qui recherchent un emploi qui allie flexibilité et pluralité des projets, tout en conservant la sécurité du salariat. Intéressant, n'est-ce pas ? Il s'agit du temps partagé au sein d'un groupement d'employeurs. Pour décortiquer cette forme de travail, j'ai convié à mon micro Juliette Mucchielli, la directrice générale de Venetis, un groupement d'employeurs bretons. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qu'un groupement d'employeurs ?» Qu'est-ce que ça veut dire concrètement travailler en temps partagé ? Quel est le modèle contractuel de cette forme de travail ? Quels sont les bénéfices et les inconvénients de ce mode de travail pour les talents ? Et à quel type de profil le temps partagé est-il adapté ? Juliette nous partage les enjeux et le fonctionnement de ce modèle flexible qui, selon moi, répond plutôt très bien aux besoins des entreprises et aux aspirations des talents. Je ne pouvais donc pas passer à côté. Bonne écoute ! Bonjour Juliette. Bonjour Léa. Bienvenue sur le Tilt. Merci pour ton invitation. Je suis ravie de te recevoir. Ensemble, on va parler d'une forme de travail inédite sur mon podcast. On n'en a encore jamais parlé. Donc, je suis ravie que tu sois la bonne personne pour le faire. Tu es la directrice générale de Venetis. C'est un groupement d'employeurs bretons. Alors, ça doit être une formulation que peu de personnes connaissent dans mes auditeurs et mes auditrices. Et du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Juliette, sans parler de ton travail, s'il te plaît ? Tout à fait. Alors, je suis Juliette. Pour me caractériser, je pense qu'on pourrait dire que je suis une éternelle optimiste. C'est un mot qui me convient bien. Je suis aussi une amoureuse de la nature. Je suis extrêmement curieuse. Je suis impatiente aussi et j'ai soif d'aventure. J'ai envie de faire plein de choses, donc j'aime bien quand ça va vite. Et puis, je multiplie les projets, les engagements toujours collectifs. Et puis, peut-être un dernier trait pour me caractériser, je suis assez extravertie. Je m'épanouis dans le collectif, même si plus je vieillis, plus je ressens parfois aussi le besoin d'être seule. D'accord. Voilà, en quelques mots. Génial. Très belle présentation. Et du coup, quelles sont tes activités professionnelles aujourd'hui ? Donc, comme tu le disais, je suis la directrice générale de Venetis depuis 3 ans, qui est un groupement d'employeurs qui est assez unique en France, qui est basé dans l'Ouest, donc dans le Morbihan et aussi en Loire-Atlantique. Et c'est pour ce qui concerne le périmètre, c'est une organisation qui compte 160 salariés, un peu plus de 340 adhérents, mais on y reviendra, voilà, et qui génère entre 6 millions et 6,3 millions de chiffre d'affaires chaque année. Voilà. Super, top. Qu'est-ce qui t'a mené à cette expérience-là, finalement ? C'est le fruit de beaucoup d'expériences qui se sont passées au fil des ans. Et finalement, c'est un projet qui me ressemblait, que j'avais envie de conduire. C'est un projet qui a 27 ans cette année, donc c'est pas moi qui l'ai fondé. Mais j'ai eu grand plaisir à accepter la proposition qui m'a été faite d'en prendre la direction générale parce qu'il était à la confluence de mes aspirations et de mes compétences à ce moment-là de mon parcours professionnel. Et donc à la fois sur les métiers de l'emploi, du recrutement que je connaissais bien de par mes précédentes expériences, mais aussi avec une forme de gouvernance particulière dont on parlera tout à l'heure, qui est l'association, qui est aussi un milieu dans lequel j'ai beaucoup œuvré, parce qu'une grande partie de ma carrière, je l'ai faite dans les organisations non-profit. Super, top. Alors, allons-y. Est-ce que tu peux nous dire, Juliette, ce qu'est un groupement d'employeurs ? Alors, c'est un peu un ovni dans le monde RH, un groupement d'employeurs, même si maintenant, ça fait de nombreuses années que le modèle existe. C'est une association créée par des dirigeants d'entreprise pour des dirigeants d'entreprise afin de leur faciliter la vie sur le plan RH.
Voilà, donc grosso modo, on partage des salariés avec toutes ces entreprises adhérentes dont je parlais, 340, qu'on recrute évidemment avec soin, qui sont recrutés en CDI par le groupement d'employeurs Mhm. et qui ensuite sont mis à disposition de nos entreprises adhérentes. Donc la bonne personne au bon endroit au juste temps, au vrai coût et qui travaille à minima dans 2 entreprises. L'idée, c'est de mutualiser les compétences pour que le dirigeant, pardon, puisse se concentrer sur son cœur de métier et avoir, à ses côtés des gens qui ont une expertise qui vont le faire, accélérer, grandir et lui permettre de réaliser ses projets. Génial. Donc en fait, du côté des entreprises, ça permet d'avoir un modèle RH peut-être plus flexible sur certains métiers, et du côté des talents, ça permet aussi de pouvoir diversifier finalement les personnes pour qui on travaille. Tout à C'est fait, ça. c'est exactement ça. Et puis au fil du temps, en fait, le groupement, d'employeurs que j'ai le plaisir de diriger, il s'est diversifié et donc Mhm. aujourd'hui, au-delà de ces missions en temps partagé qui restent son cœur d'activité, on mutualise d'autres choses entre dirigeants sur le plan RH et notamment des formations, mais aussi des contenus, des études qui permettent à chacun d'aller plus loin. Ah, génial. Donc ça veut dire que les entreprises, vos adhérents, comme vous les appelez, euh, ils profitent aussi de tout un écosystème, pas en Exactement. interne, mais dans ce groupement-là. Voilà, il y a un effet réseau et c'est aussi pour ça qu'on dit souvent que les groupements d'employeurs sont des outils de territoire parce qu'ils sont une sorte de hub de compétences et de liens entre dirigeants. Alors justement, on parle de territoire. Pourquoi cette implantation sur le territoire, et pourquoi vous, vous êtes implanté en Bretagne? Oui. Alors, en fait, des groupements d'employeurs, à l'origine, le modèle, il est né chez les agriculteurs. Souvent, ils sont très innovants et ils font parfois peu savoir ce qu'ils font, mais en fait, ils créent des structures extrêmement innovantes. C'est le cas des groupements d'employeurs qui a été inventé dans ce secteur-là. Et en fait, en 97, il y a 2 dirigeants d'entreprise un peu pionniers, on va dire ça comme ça, Mhm. parce qu'à l'époque, c'était carrément, inédit, qui ont décidé, de prendre ce statut-là pour résoudre une problématique qu'ils avaient sur le territoire. C'était 2 dirigeants d'industrie à Vannes et ils se sont dit: «Finalement, on a les mêmes problématiques, c'est-à-dire qu'on a du mal à recruter et à fidéliser, de la main-d'œuvre dans nos entreprises et de la même manière et en face, pardon, on ne peut pas proposer, de contrats sécurisants pour les salariés qu'on accueille. Donc on va créer quelque chose où en fait, l'été, ils viendront travailler chez moi, l'hiver, ils travailleront chez toi», parce qu'il y avait une grande saisonnalité, Mhm. à ce moment-là et on va les recruter sous forme de CDI via une association, un groupement d'employeurs. Donc en fait, c'est né de la volonté de 2 dirigeants, du pays de Vannes qui ont embarqué avec eux, tout un tas de leurs pairs, au fil des années et puis après ça a grossi, grossi. Mais en fait, les groupements d'employeurs, il en existe beaucoup d'autres en France. Mhm. Tous ne fonctionnent pas exactement de la même manière, mais il en existe presque partout en France. D'ailleurs, j'invite, les personnes que ça intéresse à aller voir sur le site, du SNGE, le Syndicat national des groupements d'employeurs, qui répertorie, nos structures sur le territoire et finalement, en fait, c'est toujours né de la volonté d'acteurs locaux qui décident de faire ensemble, de construire ensemble un outil RH pour eux, Hmm. de leur Ah, territoire. c'est génial. L'histoire est chouette, Ouais. je trouve. Et après, on s'est déployé en Loire-Atlantique aussi parce qu'il y avait déjà un groupement d'employeurs qui existait et Mhm. qui a souhaité se rapprocher de nous. Et donc, en fait, on a fusionné les groupements et on s'est installé de cette manière-là en Loire-Atlantique, sur Saint-Nazaire. Et puis de Saint-Nazaire, on s'est déployé également sur Nantes. Ok, super. Et alors tout à l'heure, tu parlais du fait que vous êtes une association. Euh, Pourquoi justement avoir choisi une gouvernance associative et justement la nourrir? Oui. Alors, en fait, les groupements d'employeurs, tels que c'est écrit dans les textes, hein, parce on bénéficie de quelques lignes dans le code du travail et dans quelques, voilà, outils Quand même. juridiques, voilà, même si c'est pas bien épais et en fait, le groupement d'employeurs ne peut avoir que 2 formes, juridiques, soit associative, soit coopérative. Donc de toute façon, dans les textes, il y a une forme d'obligation à prendre, ce statut-là. Après, c'est vraiment un format qui convient extrêmement bien à la gestion d'un projet comme un groupement d'employeurs pour tout un tas de raisons. D'une part, le principe de non lucrativité. On a un service, à destination des dirigeants, pour, l'épanouissement des talents et donc il n'y a pas d'objectif de faire du profit ou de redistribuer des dividendes. Donc la non lucrativité qui est inhérente à nos activités, bah, elle s'héberge très, très bien dans un format évidemment, associatif. Les valeurs aussi de coopération et de solidarité qui sont inhérentes au groupement d'employeurs se retrouvent bien aussi dans ce statut-là, parce qu'il faut savoir que dans un groupement d'employeurs, les adhérents sont solidaires des dettes éventuelles du groupement. Alors il se D'accord. trouve que nous, on a mis beaucoup de Mhm. choses en place pour que ça n'arrive pas, mais en tout cas, c'est un principe fondateur, Mhm. des groupements d'employeurs. Ensuite, il y a une gouvernance démocratique. Comme je disais au démarrage, c'est un outil créé par les dirigeants pour les dirigeants. Mhm. Donc il y a une prise de décision collective. Chaque adhérent a une voix et peut influer sur, la tarification, sur les projets et cetera du groupement d'employeurs. Donc ça, c'est très important et puis aussi, c'est un outil de territoire, comme je disais, donc ça permet la forme associative d'associer des partenaires, à ce projet et de faire aussi une dynamique Ah territoriale oui. autour. Ok, super.
Alors, j'ai eu la chance d'assister à votre soirée annuelle à la colloque à Lorient. Alors, je ne sais pas combien il y avait de dirigeants ce soir-là, mais ils étaient nombreux. Vous aviez proposé un format hyper innovant autour d'un concept de radio. Euh, les gens vous ont écouté pendant 2 heures, c'était assez incroyable. Et justement, tous ces dirigeants qui se rejoignent et qui se regroupent en une soirée, c'était plutôt impressionnant. C'est quoi le bénéfice pour justement ces personnes-là, ces dirigeants, d'adhérer à ces groupements d'employeurs-là? Alors, il y en a beaucoup des bénéfices d'adhérer à un groupement d'employeurs pour un dirigeant. Déjà, c'est bénéficier d'une compétence qui est ultra qualifiée à temps partiel. Donc nous, on la recrute, cette compétence, en fonction de leurs besoins. Et bien sûr, le fait qu'on puisse la mailler, parce que dans notre jargon, on appelle ça mailler, le fait de trouver des morceaux de travail complémentaires pour nos salariés, du coup, ça permet que les salariés s'engagent dans le long terme, à temps partiel chez eux, mais en fait à temps plein ou à temps choisi chez nous. Ça offre évidemment une flexibilité sans équivalent dans le monde du travail, parce que le lien qui unit nos adhérents à Vénétis, c'est un contrat de prestation de service avec la possibilité de sortir sous 3 mois. Et nous, on s'engage évidemment à trouver le temps qui va manquer, aux salariés. Donc en fait, la personne reste en CDI alors que l'adhérent, ne peut plus forcément accueillir cette ressource. Donc une flexibilité qui est précieuse dans un monde assez incertain, dans cette, permacrise comme certains l'appellent, qui font que Oh, systématiquement, c'est la crise c'est permanente vrai. pour nos adhérents, voilà. Permacrise, j'aime bien, je Voilà, note. c'est un terme, du lab RH, pour rendre à D'accord. César ce qui appartient à César. Et après, c'est aussi, une économie de moyens, c'est-à-dire qu'on partage des coûts. Il y a des dirigeants qui n'auraient pas pu se payer à plein temps, par exemple, une ressource, DRH, mais qui, par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs, vont pouvoir bénéficier d'une compétence assez pointue, 2 jours par semaine, et la mutualiser avec un autre adhérent. C'est aussi une question d'efficience parce que beaucoup de nos adhérents nous disent finalement un salarié en temps partagé, il est super efficient. Alors pourquoi? D'une part, parce que comme il a qu'1 ou 2 jours par semaine, forcément, il va avoir à cœur de faire tout ce qu'il a à faire pour que tout puisse continuer à tourner quand il n'est pas là. Mais c'est aussi qu'en fait, il est dans d'autres univers à côté, donc il se nourrit et il y a des synergies qui s'opèrent entre ses adhérents. Et donc, voilà, il a ce regard, il crée des passerelles, des ponts entre différents univers et donc il est particulièrement, efficace. Évidemment, un dirigeant d'entreprise, il fait appel aussi à son groupement d'employeurs parce qu'il ne veut pas s'occuper de l'administratif RH, notamment pour les toutes petites, TPE. Bah, nous, on s'occupe de toute la partie contractuelle, de toute la partie Mmh. rémunération et cetera, de toute la Ouais, c'est partie une charge en moins. employeur, Ouais. donc ça, c'est une Mmh. charge en moins. Il y a l'effet réseau dont on parlait tout Mmh. à l'heure et la solidarité entre membres qui joue à plein dans un groupement. Et puis, bah, au-delà de ça, ce que je te disais tout à l'heure, on a un partenaire RH externalisé, c'est-à-dire qu'on est là aussi en conseil, même quand on ne va pas forcément Mmh. travailler en temps partagé ensemble. On est là sur la formation mutualisée, propose des formats un peu différents pour réfléchir au futur du travail pour nos dirigeants des territoires. Donc voilà, c'est un peu tout ça qu'ils viennent chercher. Après, chacun met le focus sur un sujet plus que sur un autre. Je disais tout à l'heure, les TPE, la partie administrative va être assez prégnante pour elles, alors qu'une boîte plus structurée va vraiment venir chercher la flexibilité, la compétence ultra qualifiée. Ça Mmh. dépend aussi du moment de vie de Ouais. l'entreprise. Oui, parce que du coup, j'imagine que, sur les adhérents que vous avez, au fil de la vie de l'entreprise, en fonction des métiers et des besoins, vous pouvez travailler avec elles de manière, différente et flexible, en Tout fait. à fait. Mmh. Souvent, dans les PME qui se structurent, qui passent des seuils de croissance, on va plutôt être sur de la création de fonctions un peu structurantes. On va créer la fonction com et marketing, on va créer la fonction RH, on va créer la fonction achat en temps partagé, Mmh. on va créer la fonction informatique. Alors que dans des boîtes qui sont plus grosses, parce qu'on travaille aussi avec des ETI et des grands groupes, on va venir renforcer un service avec une expertise complémentaire Mmh. ou alors apporter une compétence supplémentaire en capacitaire parce qu'un service est structurellement, on va dire, en surcharge de travail. Mmh. Donc, en fait, on va répondre à des besoins qui sont un peu différents en fonction de ces phases de vie. Mmh. C'est intéressant parce qu'en fait, quand on parle, ça me fait quand même, moi, je parle pas mal de freelancing, sur le Tilt, parce que c'est une forme de travail qui est très plébiscitée et très questionnée par les gens qui, justement, recherchent de la flexibilité dans leur job. C'est intéressant parce que, du coup, pour le talent, c'est aussi à la croisée, de cette flexibilité tant recherchée et en même temps de la sécurité d'un emploi, par un contrat comme le CDI. C'est clair. En fait, Mmh. c'est vraiment ça que viennent rechercher nos candidats et ce qu'apprécient nos salariés. C'est qu'il y a cette forme de diversité qui est offerte, Mmh. par le temps partagé qui peut ressembler, au freelancing aussi, cette liberté d'exprimer son Ouais. point de vue auprès du dirigeant parce qu'on n'est pas enfin, totalement rattaché à lui, parce qu'on a le groupement d'employeurs aussi. Même s'il y a une délégation de subordination au quotidien, bah, Mmh. finalement, si ça se passe mal, si, il n'a pas apprécié ce qu'on a dit et cetera, bah, on dit: «Bah, moi, Ouais. je voudrais peut-être, aller dans une autre entreprise» et cetera. Donc il y a cette facette-là qui ressemble un petit peu à l'entrepreneuriat. Ouais. Aussi le côté création de postes, on va sur des nouveaux sujets, on est beaucoup en Mmh. mode projet et cetera.
Mais de l'autre côté, jusqu'à présent, alors après, peut-être que ça évoluera, je le souhaite, mais on n'a rien trouvé de mieux que le CDI pour faire des projets de vie, malheureusement. Et donc cette sécurité de l'emploi, elle est aussi offerte par le système, groupement d'employeurs. Donc ça permet d'allier les 2. Et souvent on dit qu'on accompagne beaucoup des intrapreneurs, c'est-à-dire souvent des salariés qui ont ça en eux d'être en capacité comme ça de Mmh. co-créer finalement leur Ouais. job. Ouais, c'est hyper intéressant. Je trouve que c'est en fait, c'est à la croisée de beaucoup de besoins et finalement d'innovation dans la manière de travailler, tout en gardant le côté plus classique, sécurisant, quoi. C'est Ouais, un peu et puis ça. il y a un autre truc aussi qui est Ouais. très différent de l'entrepreneuriat, c'est que, quand on est entrepreneur, on a une dimension commerciale assez importante et finalement, nous, on est les agents des salariés Vénétis. Donc en fait, c'est pas eux, même si on co-cherche ensemble, donc on les inclut dans la recherche de leurs nouveaux adhérents et cetera. Néanmoins, c'est nous qui avons la responsabilité de leur trouver des projets qui vont leur correspondre. Donc cette partie «commerciale» entre guillemets, elle est pas à faire quand on est Mmh. en temps partagé. Et c'est quoi la différence avec, le portage salarial? Ouais. Le portage salarial, c'est pareil, la dimension commerciale, même s'il y a un effet réseau dans le portage, elle est quand même à charge, du salarié, enfin du salarié porté. Et puis il y a autre chose, c'est que nous, quand on s'engage sur un temps choisi. Donc, par exemple, le salarié nous dit, «Moi, je souhaite, travailler 4 jours par semaine ou 35 heures sur 4 jours ou 5 jours par semaine ou 3 jours par semaine». Et nous, on va se mettre en marche pour lui apporter sur le long terme, 4 jours, 5 jours, enfin ce qu'il choisit. C'est-à-dire que c'est très différent du portage où finalement c'est en fonction des projets. Il y a peut-être des semaines où on va travailler 2 jours, des mois où on va travailler 5 jours 5, puis d'autres où on n'aura quasiment rien. Et finalement, comme on est rémunéré certes avec une fiche de salaire, donc avec un certain nombre d'avantages, mais au regard de ce qu'on a fait, on peut avoir une variabilité de salaire qui est importante, que dans le partagé, il n'y a pas du tout de variabilité. Tous les mois, on a le même salaire. Ouais. Et du coup, ça, c'est quelque chose que je voulais te demander. Est-ce que dans justement ce temps choisi, comme tu l'appelles, on a possibilité en tant que collaborateur Vénétis de cumuler les modes de travail? Donc, par exemple, je travaille chez vous les 2 tiers de mon temps, et puis le tiers restant, je suis freelance avec un statut auto-entrepreneur ou quelque chose, un mode de travail plus entrepreneurial ailleurs. Est-ce que c'est possible ou pas? C'est tout à fait possible avec quelques garde-fous pour que le système continue de fonctionner. Nous, ce sur quoi on est bon, c'est pour qu'il n'y ait pas de multi-activité. On sait que la multi-activité salariale, elle est souvent au détriment du salarié qui, en plus de devoir faire toutes les démarches, etc., se retrouve souvent, quand il perd une des entreprises, dans une difficulté importante. Donc, nous, on ne fait pas de multisalariat. Donc, si la personne a par ailleurs un autre employeur, elle ne va pas travailler chez Vénétis. Par contre, on est l'employeur unique salarié de la personne. En revanche, quand il y a une activité d'entrepreneuriat, entrepreneuriale, pardon, à côté, ça, c'est tout à fait possible, sous réserve qu'elle ne vienne pas faire Bien concurrence sûr. à son activité de salarié. Donc, par exemple, et je pense que tu auras l'occasion peut-être d'interviewer Hélène qui viendra témoigner. Hélène, elle a une activité entrepreneuriale à côté. Elle est photographe en freelance. Et chez Vénétis, elle a démarré en tant que QSE, donc en qualité, sécurité, environnement dans l'industrie. Et puis, elle a une reconversion interne à Vénétis. Maintenant, elle est communicante. Donc, elle a démarré QSE avec son activité de photographe et maintenant, elle est en com et marketing chez nos adhérents et elle a son activité de photographe à côté. Donc, c'est possible, sous réserve effectivement que les 2 activités ne se fassent pas concurrence. Génial, ça m'intéresse à fond, ce cumul des modes de travail. Donc, je serais ravie de pouvoir échanger avec Hélène. Est-ce que tu peux nous redire peut-être de manière contractuelle comment ça fonctionne entre le collaborateur, vous, Vénétis, le groupement d'employeurs, et l'adhérent, donc l'entreprise dans laquelle le collaborateur va travailler? Comment est-ce que on deal ces contrats-là? Qui signe où? Comment ça se passe? Ouais. Alors, avec le salarié, on a un contrat de travail, tout ce qu'il y a de plus classique, si ce n'est qu'au tout démarrage, alors il y a 2 cas de figure. Soit on a le temps complet, c'est-à-dire qu'on a plusieurs morceaux de temps de travail sur la même compétence et on recrute quelqu'un qui va faire l'ensemble du job. Et dans ce cas, on recrute tout de suite sur un temps qui est défini, 4 jours, 5 jours, etc. Soit on va faire ce qu'on appelle un démarrage en temps partiel progressif. Donc, c'est-à-dire qu'on s'engage mutuellement à, au bout de 2-3 mois max, trouver le complément pour faire le temps de travail choisi. Mais en tout état de cause, on signe que des CDI chez Vénétis. Quelques exceptions près sur du remplacement de congé maternité, mais c'est vraiment extrêmement rare. Donc, c'est un CDI qui est signé sur le temps décidé avec les missions qui sont confiées dans les besoins qu'on a.
Ça, c'est pour la façon de contractualiser avec nos salariés, sachant que ça offre une flexibilité aussi côté salarié, parce qu'on peut très bien signer avec Vénétis au démarrage, n'importe quoi, 3 jours par semaine, parce qu'on a un projet de vie, d'autoconstruction familiale quelconque. Et puis 2 mois après ou 1 an après, dire: «Bah, finalement, je vais repasser à temps plein parce que ça y est, j'ai fini mon projet, donc je repasse à temps plein» et donc on peut changer le contrat dans un sens, dans un autre, de façon assez simple et fluide. Voilà. Après, avec nos adhérents, on a un contrat de prestation de service, comme je le disais au départ. Donc, on a ce qu'on appelle une mise à disposition de personnel. Donc là, ça passe par un contrat commercial assez classique, avec des conditions générales qui sont évidemment de nature à nous aider dans les périodes de remaillage. C'est-à-dire que toutes les parties prenantes doivent laisser 3 mois pour que tout le monde puisse se retourner. C'est-à-dire qu'un adhérent qui passe par Vénétis, si il est pour X ou Y raison, il doit se séparer de la ressource Vénétis qu'il a, il a une prévenance de 3 mois, ce qui nous laisse le temps, nous, structure, de retrouver le temps de travail qui va manquer pour que le salarié n'ait pas de rupture de contrat. Parce que comme on est dans une logique de non-lucrativité, on n'a pas des marges folles et donc on ne peut pas se permettre de porter des salaires sans les facturer. Donc nous, on a besoin de ce temps-là et puis le salarié, il a aussi besoin de se retourner, et cetera. Donc voilà, il y a ces 3 mois de chaque côté. Un salarié qui quitte une entreprise, il doit laisser 3 mois à l'entreprise pour que nous, on retrouve une ressource pour venir l'accompagner et l'entreprise, elle doit nous laisser 3 mois pour retrouver un poste salarié complémentaire au salarié. Ok, super. Et du coup, toi, en tant que directrice générale de Vénétis, tu dirais que c'est quoi les bénéfices pour les collaborateurs, justement? Alors pour les collaborateurs, on en a parlé, mais je reviens dessus parce que c'est important, c'est la stabilité de l'emploi. C'est à la fois sécuriser son emploi euh, et aussi dans des périodes, enfin, nous on a un tissu économique sur nos territoires qui est composé beaucoup de pourcents de TPME. Donc parfois, à la faveur d'un certain nombre de crises, il y en a qui vont plus ou moins mal. Et donc en fait, le fait qu'on soit 340 entreprises de plein de secteurs d'activité différents, de plein de tailles différentes, même s'il y en a qui vont moins bien, on va toujours être en capacité de maintenir le contrat de travail et de repositionner la personne dans une entreprise d'un secteur qui va mieux. À titre d'exemple, pendant la Covid, il y a eu 0 licenciement chez nous, alors que c'était quand même une période où ça allait assez mal pour beaucoup d'entreprises, parce que justement, à la fois l'effet solidarité et le fait qu'on soit multisectoriel a permis de retrouver des contrats pour tous nos salariés qui perdaient malheureusement un morceau de leur temps de travail lié aux difficultés économiques de nos adhérents. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ça permet aussi d'avoir un meilleur accès à ses droits via un contrat de travail qui est unique avec la couverture sécurité sociale, la formation professionnelle, la prévoyance, une convention collective qui est pour tout le monde, un CSE, des dispositifs voilà, qui permettent quand même d'être sur un contrat un peu comme dans une Le modèle entreprise. de grande entreprise, Ouais. mais avec c'est vrai. voilà, cette spécificité-là. Après, en avantage, il y a quand même vraiment la diversité des expériences professionnelles que ça offre. Ça convient très bien aux personnes qui ont justement envie de voir plein de choses, qui n'aiment pas la routine, etc. La liberté dont je parlais tout à l'heure, j'y reviendrai pas. Un vrai suivi RH, parce qu'en fait, comme chaque salarié a un référent dans la structure Vénétis, en plus de ses adhérents qui ont évidemment la délégation de la subordination. Donc c'est comme parfois un coach, un mentor, un accompagnant, un référent, peu importe comment on l'appelle, mais c'est un tiers dans la relation qui est vraiment là pour eux, Ah ouais, c'est pour leurs intéressant. problématiques. Donc c'est aussi quelque chose qu'on nous dit souvent, c'est en fait ce lien qu'ils ont avec ce référent qui va pas voir le quotidien des entreprises, même s'il a connaissance de ce qui se passe bien sûr, mais qui va avoir cette hauteur-là pour accompagner sur le long terme le salarié. La montée en compétences, parce qu'on dispense énormément de formations à destination de nos salariés. Pour te donner un exemple, l'année dernière, on a formé 50% de notre effectif. Donc, c'est très important. Et vous les formez sur les métiers sur lesquels ils travaillent déjà? Est-ce que vous les formez sur les besoins des adhérents? Comment ça se décide en fait une formation pour un collaborateur? Les deux, mon capitaine. Déjà, on est très, très attentif aux besoins de nos adhérents pour qu'ils aient toujours des salariés hyper opérationnels et efficaces sur les sujets qui sont les leurs. Et par ailleurs, nous, en tant qu'employeur, on a une vision aussi pour la formation de nos salariés. Donc, ça fait plusieurs années là qu'on déploie des programmes qu'on appelle intra, donc qui concernent des groupes composés de salariés mis à disposition en temps partagé. Et on travaille sur 2 plans, c'est-à-dire le plan métier, avec cette idée que aujourd'hui, une compétence qu'on appelle hard dans le jargon, elle a une durée de vie qui est de plus en plus réduite. Je pense et forcément, il y a toujours besoin de mettre à jour ses compétences métiers. Donc là, on a des gros programmes de formation sur ces compétences métiers, aussi avec les évolutions réglementaires et sociétales. Enfin, par exemple, on considère nous, que ne pas former nos contrôleurs de gestion, nos responsables administratifs et financiers ou nos comptables à la comptabilité extra-financière,
avec tout ce qui arrive sur les CSRD, etc., bah, ça veut dire que demain, ils seront plus employables. Donc nous, on a une responsabilité en tant qu'employeur de les faire monter en compétence sur ces sujets-là. Donc à la fois des sujets d'expertise métier, des sujets de prospective métier. Il va falloir quoi demain à un communicant pour continuer à être efficace dans son métier avec l'arrivée de l'IA? Il faut qu'on le forme à quoi? C'est des questions qu'on se pose évidemment de façon très importante. Et aussi des questions toujours sur les métiers, mais par exemple, on sait que la cybersécurité est un sujet aujourd'hui énorme parce qu'avec la surface d'exposition qui augmente, la numérisation de tous les sujets, si nos salariés ne sont pas formés à la cybersécurité, s'ils ne sont pas un rempart chez nos adhérents, ce sera problématique. Donc là, on engage un très gros programme de formation à la cyber de tous nos salariés, quel que soit leur métier. Voilà, donc ça, c'est la réflexion plutôt métier, prospective, en plus des besoins précis de nos adhérents. Et après, il y a un deuxième volet qui est vraiment un volet qui nous tient beaucoup à cœur, qui est le volet des compétences comportementales. Soft skills. Les soft skills. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais en fait, déjà pour s'épanouir en temps partagé, il faut déjà disposer d'un certain nombre de compétences comportementales importantes. Et nous, on a aussi envie de les faire grandir, ces compétences comportementales. Donc, même s'ils ont déjà, nos candidats et salariés qui nous rejoignent, des prédispositions sur un certain nombre de sujets, il faut que nous, on soit en capacité de leur proposer des modules qui leur permettent systématiquement de devenir meilleurs. Donc, c'est aussi sur ces sujets-là qu'on intervient avec des modules qu'on voit dans peu de boîtes. On a des formations à l'adaptabilité, on a des formations à la curiosité, Ah, j'adore. on a des Génial. formations évidemment à tout ce qui est prise de parole en public, on a des formations sur l'organisation, parce qu'évidemment, en temps partagé, c'est un sujet. On a des formations sur tout un tas de sujets comme ça qui sont vraiment de l'ordre de la compétence comportementale. Super. Alors justement, tant qu'on est dans le sujet, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les qualités requises, les compétences comportementales plébiscitées pour un collaborateur en temps partagé? Donc, faut pas aimer la routine, parce que sinon, ça le fait pas du tout. Si on veut retrouver son poste de travail, ses petits trucs, etc., c'est compliqué. Donc, faut avoir cette appétence-là quand même pour ce qui bouge, pour le changement, etc. Faut être particulièrement bien, organisé, parce que on passe d'une entreprise à une autre. Alors, le minimum d'entreprises pour travailler chez nous, c'est 2, mais on a des collaborateurs qui ont jusque 5 entreprises. Donc, quand on change tous les jours d'entreprise, faut avoir la tête Faut être bien câblé. structurée, quoi. Ouais. Voilà, hein. Faut Bien pas branché oublier au un bon truc. endroit. Faut pas partir dans le mauvais sens le matin et tout Ouais. ça, quoi. Donc, l'organisation, C'est vrai. c'est clé. C'est vrai. Le matin, quand on met le Alors, GPS. c'est rare qu'il y ait 5 entreprises, c'est vraiment sur des postes très particuliers. Mais même 2, 3, quand il y a du projet, ça nécessite quand même de bien s'organiser. Ensuite, il faut de très bonnes capacités de communication. Et ça, quel que soit le métier. Qu'on travaille en informatique, en comptabilité chez nous, en achat, en qualité. Il faut être un très bon communicant et avoir la capacité de se mettre à la place de toutes les parties et de pouvoir parler et organiser tous les sujets qu'il peut y avoir autour du temps partagé avec ses 2 ou 3 adhérents, plus Vénétis, plus soi. Parce qu'en fait, dans l'équation, il y a quand même parfois 5, 6 parties prenantes. Donc, il faut que la personne soit une excellente communicante. Parce que sinon, on va au-devant d'ennuis, les gens ne se comprennent pas, etc. Donc, c'est un prérequis indispensable. L'adaptabilité, parce qu'effectivement, quand on est dans une industrie agroalimentaire et le lendemain dans une start-up Oui, de la ça c'est medtech. quelque chose que je voulais te demander. Est-ce que justement vos collaborateurs en temps partagé, ils peuvent être sur des secteurs qui n'ont rien à voir? Tout à fait. D'accord. Et c'est justement là qu'on crée aussi de la valeur et de la richesse dans ce qu'ils peuvent apporter dans les différentes sociétés. Ouais. Donc, au contraire, souvent, ils sont dans des secteurs qui n'ont rien à voir. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, par exemple, de quelqu'un qui est chez vous et qui a des secteurs qui n'ont rien à voir, Bah oui, on a des personnes qui sont chez nous. Alors, je pense à une en l'occurrence qui c'est un artisan du bâtiment. Donc, on travaille aussi beaucoup avec des artisans du bâtiment, qui va être dans effectivement une start-up qui fait des produits numériques. D'accord. Et qui, sur son 3e adhérent, est dans une industrie, alors plutôt une industrie de la plasturgie, mais encore une fois, rien à voir. Ah ouais, génial. Et elle exerce le même métier. Donc, il y a quand même aussi enfin, tu vois, moi, j'accompagne des gens à changer de vie professionnelle ou en tout cas adapter leur carrière. Et souvent, le sujet de la curiosité revient tout le temps. Dire, en fait, moi, je suis quelqu'un de curieux et mon quotidien professionnel ne remplit pas ce besoin-là. Donc, ça peut être aussi une réponse à cette envie d'être stimulé intellectuellement sur divers sujets, divers secteurs. Ah, complètement. Ceux qui ont besoin de ça, clairement, en temps partagé, ils s'épanouissent beaucoup parce que tu vois, le prochain mot que je voulais te dire, c'était curiosité. Donc, effectivement, il faut avoir cette envie, cette curiosité-là.
Et je reviens juste sur l'adaptabilité, mais c'est aussi 3 styles de management différents, 2 ou 3 styles de management différents, 2 ou 3 équipes très différentes. C'est multiplier aussi le nombre de collègues, le nombre d'interactions. Donc c'est souvent des gens qui aussi, se connaissent bien eux-mêmes et sont à l'aise dans la relation avec l'autre parce que forcément il faut s'adapter, c'est pas du tout les mêmes écosystèmes. Et puis évidemment, une autre qualité, et je terminerai par celle-ci, c'est la proactivité. C'est-à-dire ce côté d'avoir envie. Souvent, comme je te disais, ils sont en création de poste, donc il faut qu'ils prennent les choses à bras-le-corps et qu'ils soient capables d'aller défendre leurs idées, de les porter auprès d'un dirigeant, auprès d'une équipe pour faire avancer la société. J'ai une question qui me vient. Mhm. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui travaillait, par exemple, en freelance ou à temps partiel avec une autre entreprise et qui a ramené son client en tant qu'adhérent chez Venetis? Ouais. Ouais? Ah, Ça j'adore! nous est déjà arrivé plein de fois. Ouais, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. C'est vrai, d'accord. Plus sur les profils cadres d'ailleurs. Mmh. Souvent, les profils cadres, quand ils ont envie de travailler en temps partagé, Mhm. ils arrivent avec 1 ou 2 clients en fait qu'ils ont en D'accord. freelance et qui vont passer en temps partagé pour poursuivre la relation avec eux. Donc ouais, ça C'est arrive à ça. génial. Ouais, c'est intéressant parce que, pareil, encore une fois, dans les profils que je peux accompagner, parfois les gens, ils sont déjà en freelance et ils ont envie de modifier quelque chose pour X, Y raison, mais ils n'ont pas envie de supprimer la relation avec un client. Donc c'est une bonne Ah, tout à alternative fait. aussi. Et ça, c'est tout à fait possible pour tous les groupements d'employeurs, si tant est évidemment que le client soit d'accord pour devenir adhérent du groupement, parce que au-delà du contrat de prestation qu'on a avec notre adhérent, il y a évidemment l'obligation d'adhérer à l'association, donc de payer une cotisation et du coup de rentrer dans une gouvernance participative, donc de participer à des assemblées Oui, c'est générales, ça. C'est qu'il y a un éventuellement de engagement à devenir prendre. administrateur. C'est un engagement qui est un peu plus fort que une relation contractuelle avec un freelance. Bien sûr, ouais. Ok. Alors, quels sont les inconvénients côté collaborateur? À quoi on peut s'attendre d'un petit peu moins fun? Ouais. Déjà, c'est dense quand on parle avec nos salariés. Alors évidemment, nous, on est très à cheval sur le temps de travail. Donc, chaque heure supplémentaire, complémentaire qui est faite, elle est facturée à l'adhérent. Donc, il y a pas, en termes d'équilibre vie pro, vie perso, on arrive à bien tirer notre épingle du jeu. Néanmoins, en contenu dans la journée, c'est vraiment dense, quoi. Et donc, on peut aussi avoir sur des profils, notamment quand il y a de la gestion de projet dans les postes ou du management, parce qu'on a des gens qui managent en temps partagé. Il y a une charge mentale, effectivement, quand les 2 jours, on n'est pas dans l'entreprise et qu'il se passe plein de trucs, forcément, ça continue à tourner dans la tête. Donc, cette charge mentale, il faut savoir la gérer. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a eu des formations pour mieux accompagner nos salariés, mais ça peut être un des inconvénients. Après, il y a une forme «d'instabilité» entre guillemets, mais qui est inhérente, au groupement d'employeurs, qui est qu'en fait, ça a beau hyper bien se passer avec un adhérent, s'il a plus besoin de nous, s'il peut plus, travailler avec nous, on est obligé de changer d'adhérent. Donc voilà, donc en fait, il y a une sécurité du contrat de travail, mais finalement, il faut accepter, que peut-être les missions se renouvellent, qu'on passe pas 10 ans chez le même adhérent, que peut-être pour évoluer dans sa carrière, on soit obligé de changer d'adhérent. Donc ça, c'est aussi, voilà, quelque chose, d'important à signifier. Il y a évidemment alors pour ce qui nous concerne, autant on peut être très bon sur la semaine de 4 jours et la flexibilité et cetera. Autant sur le télétravail, on n'est pas super bien positionné parce que comme nos salariés, ils sont déjà qu'1 jour ou 2 dans les entreprises, s'ils viennent pas physiquement, finalement le lien et le sentiment d'appartenance à leurs entreprises adhérentes, il ne naît pas et il peut pas bien s'opérer. Donc voilà, il faut pas des personnes qui aiment énormément le télétravail. Après, nous, on travaille beaucoup à la proximité entre le lieu d'habitation et l'endroit où sont les entreprises pour que justement on soit vraiment dans un maillage très proche du territoire d'habitation. Oui. Mais le télétravail est rendu difficile de fait. Voilà. En fait, je trouve que ça fait sens aussi avec vos valeurs de base. Vous êtes ancrés sur le territoire. Donc, dans tous les cas, ça vient aussi avec les déplacements qui vont avec, quoi. C'est ça. Donc, c'est souvent sur site. Il y a peu de postes qu'on a en télétravail. Après, il y a une autre chose que m'avait dit d'ailleurs au tout démarrage où je suis arrivée, quand j'ai interviewé beaucoup de nos salariés, il se peut parfois qu'il y ait des conflits de loyauté entre Venetis et les adhérents. Alors ça, je l'avais pas forcément mesuré au départ, mais j'avais une comptable, par exemple. Alors, dans le métier de comptable, on doit être extrêmement, bien cloisonner les choses et très confidentiel. Et donc, elle savait des choses sur l'entreprise qu'elle ne pouvait évidemment pas dire à Venetis, tout en sachant que potentiellement, ça pouvait porter préjudice à Venetis parce que Oui, parce que potentiellement, vous perdez le contrat, voilà, ce genre de ou choses. Oui, d'accord. que peut-être sa prestation, enfin le fait qu'elle soit mise à disposition ne pourrait pas être payée ce mois-ci, etc. Donc Ah oui. ça peut générer une sorte de conflit de loyauté pour ceux qui sont sur ces comprends. postes-là, qu'il faut vraiment qu'on apprenne à maîtriser. Et on a fait des gros progrès là depuis quelques années sur ce sujet-là. Mais c'est important de l'entendre. Et évidemment, ce qui prime, c'est la confidentialité. Donc évidemment, eux, ils sont mis à disposition d'un adhérent. Ils se doivent de respecter la confidentialité propre à cet adhérent. Après, nous, on se débrouille après derrière. Mais
ça peut provoquer ça pour le salarié. Oui, oui. Voilà, donc ça, j'ai déjà entendu. Et puis évidemment, une communication qui parfois peut être complexe parce que quand on coopère, il faut faire des compromis et donc il faut être en capacité parfois d'accepter, voilà, de faire un petit pas de côté pour que le système fonctionne. Ok, super. Et quels sont les retours que toi, tu entends en interne, justement, sur ce temps choisi, ce temps partagé? Le sentiment de liberté et en fait d'avoir un pouvoir d'agir. Mhm. Le sentiment de pouvoir créer son job, en être maître en fait, et de pas subir. Si ça se passe mal, s'il y a un truc qui nous va pas, on a notre référent à qui on peut en parler, on peut décider de ce qu'on fait ensemble, on peut avoir un regard extérieur et donc on se sent, enfin en tout cas ce qui nous remonte assez souvent, c'est ce sentiment d'être maître de son destin professionnel. Et alors, enfin, si on prend des chiffres peut-être, comment ça se mesure chez vous justement cette satisfaction sur ce mode de travail? Est-ce que vous avez un bon taux d'engagement des collaborateurs? Est-ce qu'ils restent longtemps chez vous? C'est quoi le taux de rétention des gens? Alors déjà, il y a plein d'indicateurs qu'on mesure parce qu'on fait des baromètres très régulièrement auprès de nos salariés. Pour ce qui est de ta question du taux d'engagement et de rétention, en fait, je distinguerais plusieurs types de sentiments d'appartenance à Vénétis et au temps partagé chez nos salariés. Il y a les aficionados, c'est-à-dire ceux qui ont choisi ce mode-là de travail et qui l'exerceront jusqu'à la fin de leur carrière. Ils trouvent dans le temps partagé exactement ce qui leur convient. Ils adorent le fait de changer de boîte régulièrement, etc. Ils n'ont pas peur du changement. Voilà, donc, ils prennent, quoi. Ok, Et ouais, je sais que... ils y vont all-in et ils adorent Ouais, quoi. voilà. Ok. Et puis, tu m'auras jusqu'à ma retraite. Je dis, c'est génial. Donc ça, c'est top. Après, t'en as qui, entre guillemets, passent par le temps partagé un peu comme un booster de carrière, notamment les jeunes diplômés qui nous rejoignent. Souvent, on sait que ça va être des gens qui vont rester un peu moins longtemps, même si je ne fais pas de généralité, parce qu'il y en a qui sont des aficionados dès le plus jeune âge et qui restent très, très longtemps. Mais pour certains, ça va être aussi l'occasion d'exercer leur métier dans 3 écosystèmes complètement différents, de booster leurs compétences et du coup de pouvoir rapidement accéder à des postes à responsabilité ou à des postes d'expertise plus importants. Je te prends un exemple, un contrôleur de gestion qui sort d'école, qui va faire 2 jours dans une entreprise Indus sur le contrôle de G Indus, 2 jours dans une boîte de services sur du contrôle de G financier et qui va faire 2 jours dans... Enfin, il y a une troisième... Il ne travaille pas 6 jours sur 7. Qui va faire sa 5e journée dans une autre boîte où il va faire du contrôle de G commercial. Au bout de 3-4 ans, on va lui proposer un poste de responsable administratif et financier ou de DAF, parce qu'il aura vu plein de choses, il aura été confronté à plein de trucs. Donc voilà, donc ça, c'est le côté un peu booster de carrière. Et après, on adresse aussi une catégorie de personnes qui sont discriminées sur le marché de l'emploi et qui, en fait, le temps partagé va être la remise du pied à l'étrier sur le marché de l'emploi. Je pense à des gens qui sont congés de longue maladie, par exemple, retour à l'emploi pas toujours évident. Je pense à des gens qui sont considérés comme seniors, alors comme on est senior de plus en plus tôt, voilà, mais qui en fait vont être particulièrement, enfin plus discriminés en tout cas à l'embauche, etc. Comme nous, on est un tiers et que le dirigeant, il prend 0 risque, parce que finalement, si ça lui convient pas en 3 mois, il dénonce le contrat. Ouais. Donc en fait, c'est pas lui qui porte la responsabilité employeur, elle est mutualisée entre tous les adhérents. Donc finalement, il dit go, on teste. Et puis en général, ils sont super contents. Ah, génial. Donc ça nous permet de faire de l'inclusion aussi beaucoup plus facilement. Et donc, en fait, les personnes, en moyenne, elles restent 4 ans chez nous, avec des gens qui restent très, très longtemps et des gens qui restent beaucoup moins longtemps. Et je dirais qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais profil pour nous. En fait, l'idée, c'est qu'ils donnent un maximum de valeur le temps qu'ils sont là, et que nous, on les accompagne suffisamment pour qu'on ait laissé une trace pour leur employabilité demain en formation. Voilà. Mais forcément... Voilà, et après, souvent, comme je dis, maintenant, de toute façon, les cycles professionnels se réduisent beaucoup. Et même en direct dans une entreprise, le cycle, il est plutôt de 3 ans maintenant que de 8 ou 10. Donc finalement, l'un dans l'autre, on est assez comparable à une entreprise classique, si ce n'est qu'on offre autre chose en termes d'expérience salariée. Alors, en préparant cet épisode, Juliette, on s'est appelé et tu m'as dit que vous aviez quand même beaucoup, beaucoup de monde qui postulait chez vous. Alors justement, si on a une auditrice, un auditeur qui nous écoute là et qui se dit « J'ai eu mon tilt, c'est ça en fait qu'il me faut, c'est à la croisée de tout ce que je cherche. » Quelle question tu lui dirais de se poser pour être certaine que oui, c'est la bonne voie pour lui ou elle? Quelle est mon appétence au changement? Quel est mon rapport au risque? Si je me réveille le matin et que j'ai trouvé le job de mes rêves,
qu'est-ce que j'ai envie de me dire? Et en fonction de ce qui sera répondu à ces questions par rapport à ce que j'ai pu te dire avant, Ouais. de savoir si ça match, en fait. Le temps Mmh. partagé, c'est pas fait pour tout le monde. Donc comme je te le disais, il y a des compétences un peu nécessaires. Mmh. Il y a, une envie, particulière et donc il faut vraiment se poser la question et c'est pour ça que nos processus de recrutement, nous, on est adeptes du recrutement long, même si tout s'accélère. Parce qu'en fait, il faut laisser le temps au candidat, à la candidate, de bien se poser la question. Donc nous, nos entretiens, on a un premier entretien vraiment sur les compétences Mmh. et le deuxième et après il y a un petit peu de temps qui est laissé et il y a un deuxième entretien vraiment sur le temps partagé Ouais. et ensuite il y a encore un petit peu de temps Mmh. et un test métier ou des choses comme ça. Et après les rencontres avec les adhérents si on Ouais. valide. Mais en fait, il faut se choisir mutuellement. Le temps Mmh. partagé, ça peut pas être un choix par défaut. Ouais. C'est trop engageant, en fait. Mmh. Il faut donner voilà, il y a trop de Mmh. choses qui sont particulières pour le faire par défaut. Alors j'adore cette notion du temps long dans un process, de recrutement. En fait, je le trouve, important. Des fois, on s'engage effectivement dans une entreprise ou dans un secteur, parce que, il y a tout un écosystème, de signaux sur le moment où on se dit: «Oh là, c'est merveilleux» et en fait, quand on prend le temps d'y réfléchir vraiment et de ressentir, le quotidien et cetera, en fait, ça nous plaît pas. Je trouve que c'est très chouette de revaloriser aussi ça et de se dire: «Bah, c'est pas une décision qu'on prend à la légère, c'est un engagement qu'on cherche, sur le moyen long terme ensemble, quoi». C'est ça et souvent on Mmh. les incite à appeler ou on les met en relation avec des salariés qui exercent Mmh. déjà en temps partagé Ouais. pour qu'ils puissent leur dire, ce que ça fait de travailler comme ça. C'est génial. Qu'est-ce que ça engendre? Parce que Mmh. c'est vraiment pas une décision à prendre à la légère et ce processus de recrutement qui est assez long, c'est un peu à l'encontre de tous les conseils qui sont donnés en ce moment sur le recrutement, mais Ouais. c'est pas grave. Il nous permet quand même d'avoir un taux de concrétisation à l'issue des périodes d'essai qui est énorme. C'est-à-dire que nous, on D'accord. a très, très peu de personnes Mmh. qui partent en période d'essai. Donc en D'accord. fait, le temps qu'on a, entre guillemets, Mmh. «perdu» peut-être ou même des candidats qu'on a peut-être perdus parce qu'il y a des process qui sont allés plus vite en face, bah, en tout cas, ceux qui restent et qui choisissent vraiment Mmh. ce modèle de travail, bah, du coup, on les fidélise après la période d'intégration. Ouais, OK, trop intéressant et du coup, qu'est-ce qui attire votre œil dans une candidature? Dans une candidature, il y a vraiment, bah, nous, on va rechercher ce côté, curiosité et proactivité. Donc tous les engagements, tous les projets qui ont été faits, les side projects, les engagements associatifs, enfin tout ce qui est hors champ, en fait, professionnel pur, va nous intéresser énormément. Donc ça, c'est une partie importante. Après, sur les compétences métiers, nous, sur un certain nombre de métiers où il y a vraiment besoin de compétences très particulières, on fait passer des tests. Donc finalement, c'est pas ça qu'on va forcément, identifier au tout démarrage. On va vraiment rechercher et puis nous, on a des questions dans notre formulaire de candidature qui sont très spécifiques sur le temps partagé. Mmh. Donc même quand quelqu'un dépose une candidature sur notre site, on l'incite déjà Oui, à y réfléchir. à y réfléchir. Mmh. Ouais. Tu m'amènes à une question que j'ai oublié de te poser, Juliette, pendant notre, discussion. Justement, vous proposez quelles, compétences, quels métiers à vos adhérents? Je t'ai entendu parler de marketing, de compta, d'informatique. C'est quoi votre, votre liste? Oui, dit comme ça fait un peu, on fait tout. Non, en fait, nous, à l'époque, Vénétis est né dans les fonctions de la production et a évolué avec, son territoire et donc on n'a plus du tout de fonction de production et on est passé entièrement sur les fonctions dites ressources pour, le dirigeant. Donc on est sur toutes les fonctions, on les appelle aussi support de l'entreprise, à savoir toutes les fonctions, de gestion, avec l'assistanat polyvalent, office manager, comment on appelle ça? Assistante de direction Oui. ou assistant de direction d'ailleurs Oui. aussi. Voilà et après on est sur toutes les fonctions, financières au sens large, donc de l'assistant comptable, contrôle de gestion, RAF, DAF, qu'on fait. On a même, eu un poste un jour de M&A, de fusion-acquisition en temps partagé dans 2 grosses ETI du territoire qui avaient des ambitions de croissance externe. On fait évidemment tous les métiers de la communication et du marketing, donc à la fois le 360, chargé de communication 360, mais aussi des expertises, du copywriting, du SEO, des expertises métiers. On a ensuite tous les métiers, de l'informatique, donc effectivement, essentiellement, quand même des métiers, liés à la gouvernance, des PO, et aussi des métiers de RSSI, des métiers de la cybersécurité. On a les métiers des achats, métiers du juridique, d'entreprise et après, on a ce qu'on appelle les métiers sur mesure, c'est-à-dire qu'on ne s'interdit rien. À partir du moment où un adhérent nous dit: «J'aurais besoin de telles compétences 2 jours par semaine», nous, notre rôle, c'est de voir avec tous nos autres adhérents s'ils n'auraient pas un besoin complémentaire, de créer le poste et de recruter la bonne personne. Donc, par exemple, on a déjà fait aussi des postes d'infirmiers en santé au travail. Ah ouais, d'accord.
voilà, qui rentrait dans aucune des cases que je viens D'accord. de te citer. Intéressant. Mais il se trouve que sur notre territoire, on a beaucoup d'industriels, en Bretagne et en Loire-Atlantique. Et en fait, il y a des seuils, quand on les dépasse en nombre de collaborateurs, on a l'obligation D'accord. d'avoir un infirmier ou une infirmière en santé au travail. Mhm. Or, évidemment, quand on dépasse juste le seuil, on n'a pas besoin à plein temps. Oui. Mm. Donc, si on peut le mutualiser avec une entreprise qui est en Ouais, train de ouais, passer c'est le seuil intéressant. aussi, c'est bien. Donc voilà, donc en fait, il n'y a pas de limite au temps partagé. Enfin, la seule limite, c'est la créativité des dirigeants et des équipes Ouais. du groupement. Génial, trop bien. Donc les portes sont ouvertes en fonction Ouais. des besoins des adhérents, trop bien. Super. Génial. Et j'ai une dernière question pour toi, Juliette. J'ai oublié un truc. Oui, vas-y, Léa. dis-moi. Ouais, Tous les métiers de la RH, bien sûr. bien sûr. Ouais. C'est évidemment le métier En qu'on plus, fait c'est que énormément. Tu sais que tout à l'heure, j'y ai pensé parce que lors de votre soirée à la coloc, Tout à fait. il y a quelqu'un de chez vous qui Sandrine. était... Voilà, Sandrine, qui a une fonction RH depuis, je sais pas, 15 ans chez vous. C'est Je sais ça, plus, ouais. exactement. Qui m'a beaucoup marqué, donc voilà. Ouais. La Des RH métiers aussi. qu'on fait beaucoup parce que Mm. souvent, quand on se structure, quand on est une entreprise, et c'est la RH Ouais. dont on a besoin. Mhm. Donc, on le fait beaucoup. Super. Top, on la rajoute. Alors, ma dernière question, qui est ma question signature donc, que je pose à tous mes invités, c'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais 3 personnes, personnalités, entrepreneurs, qui te conseilleraient et te soutiendraient tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais dedans? Alors, je suis désolée, mais je vais te décevoir. J'ai déjà un board de Ah, mais rêve. génial! Ça m'arrive de temps en temps avec Voilà. mes invités, donc super. En fait, du fait qu'on soit une association, Ouais. j'ai 20 dirigeants d'entreprise Ah et ouais. DRH qui sont membres de mon conseil d'administration et qui sont mon board de rêve parce que ils sont tous géniaux, ils ont tous des aventures entrepreneuriales, une connaissance de l'entrepreneuriat, des compétences aussi, chacun différentes. Et donc j'ai cette immense chance d'avoir un super board, à mes côtés. Si Donc il y a une petite triche, parce qu'ils sont 20. vas-y. Non, je rigole. Ah oui, c'est Que une chez triche, nous, hein. on est 3. Non, je rigole. C'est ça. Non, mais voilà, Génial. j'en voudrais aucun autre, Ouais. ils sont juste géniaux. Super, génial. On les garde. On les garde tous. Juliette, un grand merci. Je mettrai tous les liens pour découvrir Vénétis dans la description de ce podcast. Et je te dis à bientôt. Je te remercie, à très bientôt Léa. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt avec Juliette Mucchielli. J'espère qu'il vous aura permis de découvrir ce modèle de travail qui allie flexibilité, pluralité des projets et sécurité de l'emploi. Et comme vous êtes encore là, à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez noter l'épisode et le podcast sur Apple Podcasts et Spotify, mettre 5 étoiles et un commentaire sympathique. C'est le meilleur moyen de m'aider à faire rayonner le Tilt. Merci beaucoup et à bientôt!